Alors, bonjour tout le monde, Claude McDonald et je suis accompagné aujourd'hui par Caroline Lebrun de iTelesolve. Donc, aujourd'hui, on a une conférence qu'on a intitulée « Vivre dans l'univers du client ». Et je pense que la meilleure façon de démarrer ça, c'est de vous impliquer dans le processus. Et on va tourner, voilà, on a ça. Et d'aller chercher votre point de vue. Donc, est-ce que vous avez en main vos téléphones proches? Oui? Non? C'est bon? Alors, voici ce que je vais vous demander de faire. Je vais demander à mon collègue en arrière d'aller cliquer au bon endroit. Et on va vous demander votre opinion sur une question importante. Alors, voici la question. Quelle est votre opinion? L'alignement de nos stratégies, puis là, nos, c'est vous, là. Ça va? L'alignement de nos stratégies marketing et vente fait en sorte que la majorité de nos employés, nos gens qui travaillent avec nous, contribuent à la réalisation des objectifs de nos clients. Je ne sais pas si c'est clair, mais on a essayé que ce soit le plus clair possible. Alors, vous allez texter à 37607 votre réponse. Et on va voir, évidemment, le code correspondant. Vous textez le code correspondant à votre réponse. Donc, vous textez à 37607 le code qui correspond à votre réponse. Puis on va regarder en temps réel ce qui se passe dans la salle. C'est bon? Pour ceux que ça intéresse, c'est une petite application qui s'appelle Polls Everywhere, puis elle est gratos. C'est merveilleux. Alors, tu voyais déjà, on a commencé à avoir des réponses. Je suis supposée de répondre aussi, Claude? Pardon? Non? Bon, tu peux bien répondre si tu veux. Jusqu'à date... Wow! Intéressant, n'est-ce pas? Ah. Je m'attendais à d'autres choses, mais... Bien, écoutez, si on combine, il y a du monde heureux dans la salle. Hein? C'est ça qu'on est en train de dire. OK? Et bravo. Aujourd'hui, ce dont on veut traiter, c'est justement ça. C'est-à-dire jusqu'à quel point l'alignement des stratégies vente et marketing contribue aux objectifs du client. Et on s'attendait à des résultats un peu différents parce qu'on le fait à d'autres endroits. Puis souvent, les gens ne sont pas contents de ça. Ils nous disent « je suis en désaccord avec ça ». OK? C'est pas comme ça que ça se passe dans mon organisation. Bien, bravo si ça se passe comme ça dans les vôtres. Maintenant, chez iTelesolve, c'est la raison pour laquelle Caroline est avec nous aujourd'hui, ils ont réussi ça. Et ils ont réussi ça de façon magistrale, je dirais. Moi, ça fait 25 ans que je travaille avec des organisations, qu'on accompagne des organisations dans justement l'alignement de leur stratégie de vente et marketing. Et puis, iTelesolve, c'est un exemple vraiment. Moi, je suis vraiment épaté par ce qu'ils font. J'ai demandé à Caroline de vous parler un peu des résultats qu'ils ont réussi à obtenir grâce à ça. Puis ensuite, on va enchaîner avec un certain nombre de stratégies qui pourraient être implantées dans vos propres entreprises. Donc, Caroline, peut-être nous parler un peu d'iTelesolve puis ce que vous avez réussi à faire grâce à ça. Vas-y. Merci, Claude. Chez iTelesolve, ce n'était pas toujours comme ça. Donc, moi, j'ai commencé en 2010 chez iTelesolve, mais iTelesolve existe depuis l'an 2000. On est le numéro 1 en gestion des dépenses en télécommunications et TI au Canada. On a eu un taux de croissance de 248 % depuis les 5 dernières années. Puis c'est grâce à l'alignement qu'on a fait au niveau des ventes et du marketing, mais aussi pour tous les employés. Tous les employés chez iTelesolve participent à son histoire, tant au niveau vente, marketing, opérationnel, TI, et ainsi de suite. On gère... Oh, j'ai oublié de traduire des choses. C'est bon, dis-le en français. J'ai été assimilée, je suis mariée à un anglophone, fait que ça reste en anglais un peu. On gère environ de 500 à 700 000 biens chez nos clients. On a plus de 120 catégories de biens qu'on gère. Ça passe autant du mobile au PC, aux imprimantes, aux serveurs. Et on gère plus de 1 million de dépenses ici au Canada. On a été nommé Best and Small Medium Employer
2 ans de suite au Canada et aussi au Québec. Et Profit 500, Fast 50, Fast 500, c'est grâce à notre taux de croissance vraiment énorme des dernières années. Alors, comment on est arrivé là? Comment ces gens-là sont arrivés là? Et comment nous, on a travaillé avec eux pour faire en sorte qu'ils arrivent là? C'est un peu le principe. Je ne vous lirai pas cette slide-là, vous êtes capable de lire, mais nous, comme organisation, on accompagne des gens des compagnies comme eTelesolve pour s'assurer que non seulement les stratégies de vente, mais les stratégies de marketing fassent en sorte que ce n'est pas juste les gens de vente puis marketing qui contribuent à générer des revenus. C'est l'ensemble de l'organisation qui contribue. L'idée, c'est de vous parler un peu comment. On a même développé un modèle autour de ça. On l'a appelé l'indice de maturité de la culture vente, mais on aurait pu l'appeler de la culture vente marketing, de la culture client. On a jonglé longtemps avec plusieurs noms. Essentiellement, le modèle est basé sur 2 axes. Le premier, l'axe vertical, vous voyez, c'est écrit contribution. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, évidemment, maximiser la contribution des gens à la génération de revenus dans l'organisation. Les revenus dans les organisations, je pense que vous êtes d'accord, c'est notre oxygène. On n'a pas, on met le monde à pied puis on ne peut pas faire trop de projets. Okay? Donc, contribution. Ce n'est pas vrai. Puis on rencontre souvent des propriétaires d'entreprises, des dirigeants comme vous, des gestionnaires qui sont souvent très frustrés parce qu'ils ont l'impression qu'il y a juste 2-3 personnes qui pensent à ça dans la compagnie, alors que ça devrait être beaucoup plus large. Contribution. Le deuxième, c'est la cohérence, c'est-à-dire la cohérence dans l'expérience, même dans l'expérience client. Et on a identifié 4 modes dans lesquels une organisation peut se trouver. Le premier mode, c'est le pire. On l'a appelé le mode anti-vente. On a jonglé avec plusieurs noms. À un moment donné, on l'a même appelé le mode boycott des ventes ou boycott. Ça, c'est le genre d'organisation, puis je suis certain comme client, vous l'avez déjà vécu. Tu appelles puis tu te demandes pourquoi ils ont des clients. Hein? Le client est comme un mal nécessaire pour eux. Okay? Le meilleur mode, on l'a appelé tous aux ventes. Alors, évidemment, ça veut dire que tout le monde contribue à la génération de revenus. Puis entre les deux, on l'a appelé mode opportunité limitée puis le mode de développement des affaires. Donc, le modèle qu'on a développé permet d'aller positionner où est-ce que vous en êtes, vous, en termes dans ce modèle-là, où est-ce que vous êtes? Puis c'est quoi les stratégies qu'il faudrait mettre en place pour faire évoluer la culture? Le mode anti-vente, je vous l'ai dit, ça, vous voyez le monsieur qui est là? Bien, vous pouvez vous imaginer que c'est soit le client ou soit la personne dans l'entreprise. Je ne sais pas trop ce que je vais faire avec ça avec un client. OK? Puis quand tu appelles, tu ne sais pas trop ce qu'ils font avec un client. Le deuxième mode d'opportunité limitée, ça veut dire qu'on est souvent dans la bonne direction, mais précisément à côté. OK? Tantôt, Martin mentionnait, en écoutant sa conférence, il dit « Écoute, il y avait des tweets qu'on mettait en évidence, puis on s'est aperçu que c'était pas ça, pas en tout que le monde voulait. » Ça va? Alors, on est un peu déconnecté de la clientèle. Mode développement des affaires, on est un peu plus souvent dans le 1000. Puis le mode tous aux ventes, bien, c'est un mode où est-ce qu'il y a plus qu'une personne ou deux qui contribuent aux objectifs du client. Ça va? Alors ça, c'est le mode dans lequel, évidemment, on cherche à être. Le modèle, est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il est bon? On l'a utilisé à plusieurs sauces. On l'a utilisé récemment, je vous le montre ici en Hollande. Pourquoi? Parce que c'est un projet qu'on a fait en 2014 puis qu'on répète en 2015. On fait une deuxième lecture. Donc, 8 pays, un projet piloté par le CCO lui-même. Puis voici un peu ce que ça a donné. Okay? Alors, vous voyez les pays ici, Netherlands, Belgium, Austria, Germany, Scandinavia, Finlande. Et la beauté, c'est qu'on a demandé aux clients après, donne-nous donc le pourcentage d'atteinte des résultats dans chacun des pays, puis on va voir si notre modèle n'est pas pire. Puis voici ce que ça a donné. C'est intéressant, hein? Là, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, là. Mais ce que vous voyez là, vous voyez ici, y a-t-il un laser là-dessus? Non. Vous voyez en bas de Netherlands, là, NETH, là, bien, c'est le numéro 1. Ça va? C'est eux autres qui avaient les pires résultats de vente dans l'année. Puis la France, c'est le numéro 2. C'est ceux qui avaient les meilleurs résultats de vente. Hein? Fait qu'on sait que notre modèle, puis après l'avoir utilisé à plusieurs reprises, fonctionne puis est corrélé aux résultats d'affaires. Alors, ceci étant dit, au-delà de ça, c'est quoi qu'on mesure? Puis là, je ne veux pas vous faire une lecture de tout ça. Je voulais juste vous montrer que le modèle, il y a 4 piliers qu'on mesure, puis il y a 12 éléments. On va décliner ces 12 éléments-là,
Je vais le faire avec Caroline. Comment ça se fait dans l'action? Ça va? Alors, vous voyez qu'on mesure, il y a personne, ceux qui connaissent un peu les TI, là, il y a People, Process, Technology, mais on a rajouté le volet Affaires. Et vous allez voir à quoi ça rime dans quelques minutes. Mais essentiellement, 4 piliers qu'on identifie, puis 12 dimensions qui se traduisent finalement en 12 stratégies qu'on peut utiliser, qu'on peut mettre en place, très concrètes, pour faire en sorte qu'il y ait un meilleur alignement de nos stratégies de vente, de marketing, puis qu'on élargisse la contribution des gens à la génération de revenus. C'est ça l'idée. Ça va? Maintenant, pour arriver à ça, alors vous voyez sur la slide précédente, il y a 12 éléments. Alors quand on essaye d'être créatifs, nous autres aussi, il n'y a pas juste ces deux qui est créatif. Et en faisant la conférence, on s'est dit 12. Je me suis pensé aux 12 travaux d'Hercule, j'ai pensé aux 12 travaux d'Astérix. Mais après ça, je me suis dit, comme ça existe déjà, on va se trouver un nouveau Dieu. Alors, on va l'appeler, on a le Dieu, Dieu du Nil qui personnifie les richesses du fleuve et la prospérité des terres. Il s'appelle Happy. C'est drôle, hein? J'ai trouvé ça intéressant comme fait que je vous présente aujourd'hui les 12 travaux de Happy pour faire en sorte qu'on ait un meilleur alignement des stratégies vente marketing et qu'on élargisse la contribution. Dans un premier temps, c'est quoi le premier travail de Happy? Et c'est un travail relié à la contribution de vos gens. La première chose que je peux vous conseiller, c'est ne mettez pas n'importe qui en charge des ventes, de la génération des revenus chez vous. C'est-à-dire des gens de calibre qui comprennent c'est quoi la vente conseil, parce que la majorité d'entre vous, vous faites de la vente B2B. Est-ce que je me trompe? Beaucoup d'entre vous font de la vente B2B. Il y en a beaucoup dans le retail ici? C'est qui est dans le B2B? Qui est dans le B2B? Pas mal. Puis l'autre, est-ce que les gens, il y a beaucoup dans le retail? Il y en a quelques-uns dans le retail. Les gens qui s'occupent des ventes, assurez-vous que les gens qui s'occupent des ventes comprennent c'est quoi, puis savent coacher. Ça a l'air simple, là. Mais il y a encore beaucoup d'organisations qui gèrent ça. Écoute, toi, tu es bon avec le monde, on va t'envoyer aux ventes. Puis surtout dans les PME. Vous savez, il y a presque 80 des PME qui ont 10 employés ou moins. Assurons-nous qu'on met des gens en charge qui savent c'est quoi. Le deuxième, c'est, et je vais demander à Caroline de compléter là-dessus, ce ne sera pas long, c'est de mesurer dans votre organisation la contribution au développement des affaires. D'en faire des indicateurs que vous mesurez, puis évaluer la performance des gens là-dessus. Au moins un critère. Qui ici fait une fois ou deux par année des évaluations de performance des gens? Parfait. Puis ça ressemble à quoi? Est-ce que vous avez des formulaires? Est-ce qu'il y en a qui ont des formulaires pour ça? Oui, puis sur les formulaires, il y a quoi? Des critères, j'imagine? Ça va? J'en ai vu plusieurs systèmes. J'en ai pas vu encore, personnellement, puis Télésolve, ça fait partie de leurs critères, mais j'en ai pas vu qui s'indiquait contribution au développement des affaires. Je n'ai pas vu ça. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a 3 ans, quand j'ai engagé mon adjointe, puis le téléphone sonnait, elle prenait le message. C'est une contribution. Mais aujourd'hui, elle va poser 3-4 questions de qualification, puis elle va booker une rencontre si elle juge que c'est nécessaire. C'est un autre genre de contribution. Elle ne fait pas de vente. Elle n'en fait pas, elle ne va pas voir le client, rien, mais elle contribue. Et moi, c'est sur quoi je vais vous amener à réfléchir. Comment faire en sorte qu'il y ait plus que 1 ou 2 ou 3 personnes dans l'organisation qui se préoccupent de ça. Alors, chez Télésolve, ils ont mis en place des moyens très concrets pour arriver, pour faire en sorte que ça se passe. Je te laisse la manette. OK, parfait. Ça marche on avance ou on recule. Vas-y. Oui. Donc, comme je vous ai expliqué plus tôt, j'ai commencé chez Télésolve en 2010. Je travaillais à 20 de mon temps chez Télésolve. Donc, c'était vraiment une journée semaine. Et on m'a donné le site web, on m'a donné les médias sociaux, puis on m'a dit « Gère tout, Caroline, puis fais avancer des choses ». Donc, ce que j'ai fait, j'ai vraiment fixé des objectifs qui étaient SMART. Je pense qu'on connaît toute la méthode SMART. Et des objectifs qui étaient vraiment simples, mesurables, accessibles, réalistes et à l'intérieur d'un temps précis. En fixant ces objectifs-là, ça m'a permis de pouvoir grandir l'équipe, de démontrer qu'en effet, on participait au développement des affaires au sein du Télésolve
Et aujourd'hui, en 2014, on est 5 au département de marketing qui travaillent à temps plein avec le département des ventes. Donc, un des buts que j'avais, un des objectifs au début, c'était vraiment d'écrire un blog par semaine et de faire paraître un communiqué de presse par mois, ce qui n'était pas des très gros objectifs, mais c'était réaliste pour moi et c'était mesurable. Donc, si on regarde à quoi ça a l'air aujourd'hui avec 5 dans l'équipe, on s'est mis un objectif pour le cas, c'était d'augmenter le nombre d'articles de blog par semaine. C'était de passer de 3 à 5 blogs par semaine, donc 3 en anglais, 2 en français. C'était très accessible à l'équipe parce qu'on permettait d'avoir certains blogs traduits en français ou vice-versa. Ils étaient écrits en français et traduits en anglais après. Puis, c'était vraiment d'augmenter le nombre de visiteurs parce que en 2013, on a transféré le blog pour qu'il soit vraiment un en anglais et un en français. Puis, on voulait vraiment augmenter l'image de qui on était pour le Québec français et aussi le reste du Canada en anglais. J'aurais pu, au niveau de la mesure, de placer une mesure réaliste et dire on va augmenter le nombre de visiteurs pour les blogs de 20 %. Mais c'est très difficile, comme vous le savez tous, au niveau des données, on peut se donner un objectif, mais l'Internet, c'est tellement dur à pouvoir prévoir et savoir exactement où ça va aller. Fait que j'ai dit, bon, on va mettre des objectifs spécifiques au niveau de nombre d'articles de blog, puis après ça, on va voir c'est quoi les mesures qu'on peut accéder, c'est quoi l'augmentation qu'on peut avoir. Je ne voulais pas qu'on limite l'équipe. Voici ce que ça a donné. Donc, on a augmenté le nombre d'articles de blog par semaine. Juste vous donner un exemple, au mois d'avril, on avait 8 blogs par mois. Et au mois de juillet, on l'a augmenté à 12. Et au mois d'octobre, on a atteint 21. Pour le mois de novembre, on devrait être autour de 25 blogs en français et en anglais. Donc, ça nous donne une moyenne de 5 par semaine. Et ça a donné une augmentation de visiteurs pour le blog de 62 % et en français de 120 %. Donc, j'ai réussi mon 20 % d'augmentation de visites et on l'a accompli plus tôt que prévu. Donc, au mois de novembre, ça a donné des bons résultats. Et jusqu'à maintenant, on a aussi tous nos blogs pour le mois de décembre qui sont écrits. Donc, on a vraiment pris de l'avance. Qu'est-ce que ça donne au niveau du développement des affaires chez eTelesolve? C'est que ça nous a permis d'atteindre 4000 visiteurs par mois. Bon, on est une PME. Quand j'ai commencé en 2010, c'était 500 visiteurs par mois qu'on avait. Donc, on a eu vraiment une bonne progression au niveau des visiteurs, comme vous pouvez le voir. Puis c'est ça, c'est grâce à 1 % de changement qu'on fait par semaine, toujours aller chercher des nouvelles choses, soit sur les médias sociaux, sur Twitter. Et à chaque semaine, on met vraiment des objectifs précis. Pour juste vous donner un autre exemple, on met maintenant des textes sur les images de nos médias sociaux puis de nos blogs, ce qui fait une meilleure présence. C'est bon. Tu veux la manette? Non, c'est moi qui est next. C'est moi qui est next. C'est bon, excuse-moi de t'avoir dérangé. Non, il n'y a pas de problème. Et donc, l'imputabilité, c'est une dimension critique. Il n'y a pas juste la gestion, mais il y a l'imputabilité. Et une des choses que plusieurs de nos clients font quand ils se mettent à réfléchir, OK, c'est quoi, qu'est-ce que je devrais mettre comme indicateur pour mesurer? Alors, souvent, on va partir du résultat. Tu sais, on part de notre résultat en termes de chiffre d'affaires ou peu importe, comment on veut le mesurer. On décline ça en objectif, puis ensuite, on décline ça en activité. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice-là, mais c'est très, très facile. On part, on dit, on veut générer 1,5 million. Bien, d'où il va venir? De références, de nouveaux clients, de clients existants, peu importe, des objectifs. Puis ensuite, on se dit, bien, qu'est-ce qu'on va faire pour arriver là, les activités. Ça, c'est pour la dimension planification. Maintenant, quand vient le temps de le gérer, il y a beaucoup de gens qui essayent de gérer le chiffre. C'est-à-dire, quand on le gère au quotidien pour s'assurer que ça se fasse, il y a beaucoup de gens qui cherchent à mesurer justement le résultat. Mais c'est dommage, mais gérer un résultat, ça ne se fait pas. C'est comme, je ne sais pas, si vous voulez perdre 25 livres, vous embarquez sur la balance, puis vous dites 25 livres votant, ça ne marche pas. Hein?
Donc, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la recette? Bien, une recette qui marche, c'est de gérer l'activité. C'est-à-dire de vous assurer que les indicateurs que vous allez mettre au niveau de l'imputabilité des gens, c'est des indicateurs d'activité. Alors, les activités comme quoi? Bien, je vous donne un exemple tantôt. Le nombre de références ou le nombre de rendez-vous obtenus par... Le nombre de références obtenues de l'interne. Tout le monde côtoie les gens d'affaires. Exemple, aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes 2-3 de la même organisation, mais jusqu'à date, je vous mets au défi, combien de cartes d'affaires vous avez distribuées? OK? Combien de cartes d'affaires vous avez reçues? Toutes des affaires qui se mesurent, ça. OK? C'est pas normal, par exemple, à quelqu'un, que ce soit au marketing ou ailleurs, moi je pense que c'est pas normal, en tout cas, qu'on donne une boîte de cartes d'affaires à quelqu'un de 500 cartes d'affaires au 1er janvier 2015, puis qu'au 31, il y en a 499. Ça marche, ça n'a pas de bon sens. OK? C'est pas normal. OK? Que ce soit des cartes virtuelles ou non, mais c'est ça l'idée. Fait que mettons nos gens, autrement dit, mettons-nous à mesurer les activités reliées au développement des affaires. Un autre élément, c'est le focus client. Donc, jusqu'à date, on a les 2 travaux d'appli. Le premier, c'est gestion coaching. Le deuxième, c'est imputabilité. Le troisième, c'est le focus client. Donc, ça veut dire quoi? Bien, c'est beaucoup le thème d'aujourd'hui. C'est de s'assurer que tout le monde vit dans l'univers du client. Ça veut dire quoi concrètement? Bien, je vous donne un exemple. Assurez-vous que chez vous, ce n'est pas ça qui arrive. Je suis certain que si on faisait le tour ici, il y a des gens qui ont peut-être des histoires d'horreur à nous raconter, soit de gens qui connaissent ou même dans leur propre entreprise, où est-ce que la vision du client, c'était une chose, puis notre recommandation est un petit peu à côté de la plaque. Okay? Pour toutes sortes de raisons, okay? Bonnes ou mauvaises, mais on n'est pas toujours en lien avec la vision, les objectifs du client. Un autre élément, donc ça, c'est les 3 premiers. Ensuite, les 3 prochains, ces 3 premiers, c'est ce qu'on appelle des facteurs de contribution. Ensuite, on va rentrer dans les facteurs de cohérence. Alors, pour s'assurer qu'il y ait plus de cohérence au niveau de la génération de revenus, bien, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui avaient ça dans vos organisations, mais une des choses qu'on remarque, c'est celles qui en ont un performent souvent beaucoup plus que celles qui n'en ont pas. D'ailleurs, c'est une des choses qu'on a fait avec iTelesolve. Caroline va vous en parler. L'implantation, identifier, adopter, utiliser, et ce n'est pas juste de former du monde sur un processus de vente, c'est de l'opérationnaliser, de faire en sorte que le monde l'utilise. Puis souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des gens qui essayent de réinventer le bouton à 4 trous à tous les fois qu'il y a un projet qui rentre. Ah, on va le faire de même, celui-là. Ah, on va le faire de même, celui-là. Il n'y a pas beaucoup de cohérence. OK? Puis ce qui fait, bien, il y a beaucoup de temps perdu, beaucoup d'énergie perdue. Alors, comment ça se traduit? Premièrement, il faut qu'il soit formel. Deuxièmement, il faut qu'il soit simple. Puis troisièmement, assurez-vous qu'il marche. Assurez-vous que ce n'est pas quelqu'un qui a lu un livre puis qui vient vous régurgiter un PowerPoint. OK? Ça marche-tu, cette affaire-là? OK? Et chez iTelesolve, on a implanté, par exemple, nous autres, ce qu'on appelle le processus Impact. Je ne vous ferai pas un cours sur le processus, mais essentiellement, ce qu'on dit dans Impact, c'est qu'il y a 6 étapes. La cible, c'est le client. À droite, là, c'est les gens qui contribuent aux ventes. Puis impact, ça veut dire quoi? Ça veut dire investiguer, mettre en confiance, poser des questions. Ça, c'est les 3 premières étapes. Puis ensuite, appliquer, convaincre, terminer. Caroline va vous donner un peu plus de détails sur le contenu des étapes. Mais essentiellement, on a formé les gens chez iTelesolve là-dessus. Non seulement les gens de vente, mais aussi les gens de marketing. Et pour que les gens aient une idée claire de c'est quoi le processus qu'on a chez nous, puis où et quand je peux contribuer. Ça va? Puis ça, et on l'a opérationnalisé. Comment on l'a opérationnalisé? Je te laisse y aller. Je vais tourner la slide, tiens. Ça, c'est des choses qui existent chez vous actuellement dans Salesforce, je crois. Exactement, c'est ça. On utilise Salesforce. Donc, Claude est venu passer 2 jours. Oh oui, 2 jours, 4 jours. 4 jours avec nous depuis le début de l'année. Et bon, les cours, les données qu'il nous a données, ça a été très intéressant pour nous. Puis on l'a systématisé dans Salesforce. Donc, au niveau des probabilités, on a mis un label, je m'excuse pour l'anglais qui sort aujourd'hui, mais on a mis une étape, on l'a tagué, on a ajouté la probabilité, puis on s'est dit, c'est ça qui va définir notre processus d'opportunité. Et au niveau du marketing, j'étais en accord avec les ventes pour que je puisse mieux connaître aussi c'est quoi le support aux ventes que je dois donner au marketing. Parce que
souvent, bon, les ventes, ils courent en avant, puis marketing, on nous demande toujours des choses à la dernière minute. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais moi, au niveau d'une PME, j'ai quelqu'un qui est d'accord avec moi là. Au niveau d'une PME, puis je travaillais une journée semaine, après ça, 5 jours semaine, puis on n'avait pas une grosse équipe dans le temps, et il fallait toujours que je cours en arrière des ventes pour les supporter. Donc, en mettant ça en place, je suis informée à ce que je dois préparer ou ce que je dois fournir aux ventes en préparation à leur cycle d'opportunités. Donc, ça a rendu les choses beaucoup plus faciles. Je peux faire des plans beaucoup plus intéressants aussi. Investiguer, ce qu'on a fait, c'est vraiment de mettre en place des campagnes d'information, du content. On sait aujourd'hui au niveau relationnel que le content is king et que les gens sont beaucoup plus avancés au niveau de leur connaissance et de leur recherche d'informations avant de s'en aller dans de conclure une vente. Donc, ça m'a permis de mettre cette information-là disponible aux ventes. Ils peuvent choisir d'envoyer une certaine campagne à travers Salesforce et tous les workflows sont automatisés et ils peuvent après ça recevoir l'information en direct à travers Salesforce, à savoir est-ce que le client a cliqué sur la campagne, est-ce qu'ils ont fait une demande d'information, est-ce qu'ils reviennent sur le site web. Après ça, bon, c'est les suivis téléphoniques pour mettre en contact, des courriels automatiques aussi. Et pour le profiler, ce qu'on a fait sur notre site web, c'est qu'on ajoute des questions. Donc, si un client revient ou un contact, un prospect ou un suspect, il y a plusieurs terminologies aujourd'hui, on peut avoir ce qu'on appelle des smart fields qui posent différentes questions pour aider à profiler le client. Et cette information-là se communique directement dans Salesforce aussi. Après ça, bon, appliquer la solution. Les représentants utilisent les réponses à ces questions-là pour préparer leur présentation aux clients et après ça, mettre leurs recommandations en place et fermer la vente. Qu'est-ce que ça donne chez Telesol? Ça fait que, en effet, le VP Vente, mon patron, peut avoir un peu plus d'informations, à savoir où on est rendu, qu'est-ce qui fait quoi et c'est quoi l'information qu'ils ont besoin. Puis ça me donne cette information-là aussi pour que je puisse supporter l'équipe de vente à chaque niveau. Je tiens à mentionner, excuse-moi, ça c'est un screenshot du pipeline dans Salesforce. Oui. Ceux qui connaissent un peu un CRM, là. Puis vous voyez, c'est intéressant parce que chaque étape du processus a été mappée et puis on est capable de savoir ce qui se passe, combien on a d'opportunités, puis pour combien de dollars à chaque étape. Fait qu'on regarde, notre funnel, est-tu en santé? Tu sais? Parce que entre vous et moi, là, je ne sais pas si vous faites ça comme ça, mais moi, j'ai une petite firme, puis on est 4-5 employés, puis j'ai un objectif de chiffre d'affaires, mais si j'ai un objectif d'1 million cette année, ça me prend 3 millions de pipeline minimum, là. Ça va? Bien, 3 millions de pipelines, il y a de l'activité qu'il faut générer avec ça. Puis c'est pas juste moi qui dois y contribuer. Alors, je vous invite à réfléchir à ça. La gestion du pipeline de vente, c'est pas que... Puis il y a encore des gens qui utilisent des fichiers Excel un peu n'importe comment pour faire ça, alors qu'il y a des solutions style Salesforce ou même Zoho qui existent. Je vous invite à réfléchir à ça. Excuse-moi, vas-y. Ah, moi, j'ai fini. Tu as fini, c'est à mon tour. Et le deuxième, donc le cinquième travail de Happy, donc jusqu'à date, on en a 4. Le premier, est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent, c'était quoi? On va faire mon formateur. Gestion coaching. Le deuxième, l'imputabilité. Le troisième, le focus client. Le quatrième, on vient d'en parler, c'est quoi? C'est le processus de vente, processus de développement des affaires. Cinquième, on l'a appelé le processus d'apprentissage. C'est pas normal que les gens dans une organisation n'apprennent pas de façon continue. On s'attend des fois à ce que ce soit les gens qui eux-mêmes le fassent, mais dans une organisation, combien d'entre vous, vous avez des rencontres hebdomadaires ici? Levez la main. Bien, moi, je vous suggère fortement qu'une fois sur 2, une fois sur 3, il y a une petite capsule d'apprentissage dans vos réunions. Peu importe c'est quoi. Ça peut être avoir lu un article puis en discuter. Ça peut être avoir assisté. Exemple, vous êtes venu à un événement comme ça, vous en parlez 15 minutes aux gens.
c'est pas normal qu'il n'y ait pas de l'apprentissage continu dans les organisations. Quand je dis éviter les activités de type vaccin, ça veut dire quoi? Bien, on voit ça souvent chez des clients. Par exemple, avec la loi 90. Si vous connaissez la loi 90 en formation, ça oblige les organisations à investir 1 de la masse salariale. Il y a des clients qui nous appellent des fois au mois de novembre, des fois décembre. Écoute, Claude, j'ai 10 000 à dépenser, qu'est-ce qu'on fait? On peut-tu faire un kick-off cette année? Fait que là, puis là, j'ai dit, ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire après? Ah, ça ne fait rien, il faut que je le fasse. Mais moi, j'ai dit, écoute, il y a sûrement des gens qui vont t'aider avec ça, mais nous, on travaille avec des compagnies pour transformer la culture de vente, puis je ne pense pas qu'on est un bien bon partenaire pour toi là-dessus. Vous allez me dire, il y a 10 ans, je n'avais pas les moyens de dire ça, mais aujourd'hui, je dis ça. Pourquoi? Parce que c'est une activité de type vaccin, c'est-à-dire, on va te donner une shot de motivation dans la première semaine de janvier, puis on espère que tu vas être vacciné pour les 12 mois qui suivent. C'est un peu utopique. Okay? D'ailleurs, chez iTelesolve, il y a des choses qui ont été faites que vous faites régulièrement. Je ne pense pas qu'il y a de slide là-dessus, mais que au niveau de l'apprentissage. Il y a des choses en continu, hein? Oui. Au niveau de... on a beaucoup de training qui est fait au niveau des gestionnaires. On a des kick-offs aussi, mais nous, on les fait 2 fois par année. C'est ça. Fait qu'on permet de faire du piggyback sur ce qu'on a appris au début de l'année. On le fait en milieu d'année. Et nous aussi, au niveau du marketing, on fait du partage d'informations. Donc, je demande à mon équipe d'apporter soit une petite capsule d'1 minute ou 2 et de partager, bon, qu'est-ce que tu as appris sur les différents programmes qu'on utilise parce qu'ils changent continuellement. Ils ajoutent toujours des nouvelles pratiques, des nouveaux features, des nouvelles fonctions. Et je leur demande de partager cette information-là parce que je ne suis pas partout sur le site web, mais eux autres le sont. Donc, ça me permet, moi, de savoir qu'ils sont au courant, qu'ils continuent à s'informer et aussi là, de partager avec le restant de l'équipe. 6e travail de Happy. Donc, après le processus d'apprentissage, le 6e, ce qu'on vous suggère, c'est pas compliqué. Assurez-vous que les gens que vous voyez à l'écran, ce n'est pas le monde chez vous. Ça va? The blind leading the blind. OK? On en parle trop souvent, mais c'est très important. Informez vos gens. Si ce n'est pas vous, au moins allez convaincre quelqu'un de le faire. Mais c'est important d'avoir des informations accessibles sur la performance de l'organisation, sur les projets, sur les objectifs du client, sur des KPI. On a fait vous savez, le client, tantôt, je vous ai parlé en Hollande. Bien, quand on a mesuré avec l'indice, on s'est aperçu que ça, c'était très faible. Bien, le CCO n'a pas niaisé longtemps. Dans les 8 pays, il y a 8 TV qui ont apparu tout à coup, des TV au plasma, là, des TV. Et à tous les jours, maintenant, est poussé vers chacun des pays les résultats en temps réel du pays où est-ce qu'ils sont, mais également des autres pays. Fait que tout le monde sait le score de la game à tout moment. Ça va? Puis s'il y a des informations sur l'organisation à pousser, c'est fait. D'ailleurs, chez vous, quand on rentre, il y a un écran au fond du mur. Puis juste rapidement, qu'est-ce qui roule sur l'écran? On a tout... où sont les systèmes au niveau des serveurs? Est-ce que tout fonctionne bien? On a aussi tous les logos des clients. Pour démontrer, bon, on en ajoute constamment. Puis rappelez-vous que ce sont nos clients. On a aussi, bon, tout ce qui se passe au niveau comité social, les parties de Noël, et ainsi de suite. Il n'y a pas un bureau de direction. Moi, ça m'a jeté à terre. C'est la première fois que je voyais ça. Le plan stratégique de l'organisation est résumé sur une page. Blow up. Dans tous les bureaux des directeurs, c'est là. Ils l'ont d'en face à tous les jours. Avec nos valeurs. Avec les valeurs, etc. C'est vraiment impressionnant. Donc, mobilisez les gens en les informant. Assurez-vous que ce n'est pas ce que vous voyez à l'écran. 7e, donc, par exemple, une autre affaire qui se fait chez iTelesolve, tu peux peut-être en parler, mais il y a des huddles, il y a des communications entre les départements. Vas-y. Exact. Puis c'est quelque chose qu'on s'est aperçu cette année. On avait arrêté les huddles corporatifs, donc des petites rencontres de 15 minutes à chaque jour pour l'entreprise au complet. Et on a vu que nos employés manquaient d'informations, donc on l'a remis en place. Donc, ce qui se passe, une fois par mois, on a une rencontre stratégique qui est un town hall pour tous les employés et tous les départements définissent exactement où ils sont rendus, c'est quoi leur key Performance Indicators, leurs KPIs. Une fois par semaine, on a des rencontres intra-départements. Donc, moi, je rencontre l'équipe de marketing. On travaille un peu plus au niveau stratégique, brainstorming. On regarde les projets pour la semaine. Mais on a aussi nos huddles internes.
Ça a vraiment fait un changement au niveau du département de se rencontrer à 15 minutes le matin, savoir c'est quoi les priorités, parce qu'on sait tout au niveau du marketing, tout change du jour au lendemain, puis il faut vraiment se réaligner constamment parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il y a un nouveau communiqué de presse qui sort ou qu'il y a de l'information sur des clients qu'on doit adresser rapidement. Après ça, il y a, comme j'ai dit, le huddle collectif au niveau de l'entreprise. Puis 2 fois par année, on a un kick-off corporatif qui est à peu près de 2 à 5 journées, puis qu'on a beaucoup de formations. D'ailleurs, j'étais avec Nitin, qui est le vice-président des ventes et du marketing. J'étais au téléphone avec lui hier. On est en train de préparer justement le premier kick-off du mois de janvier ensemble pour former les gens puis travailler là-dessus. Donc, ça, c'était le 6e. Maintenant, le 7e. Le 7e, c'est un facteur de contribution. Donc, jusqu'à date, je vous ai parlé de 6 activités, 6 stratégies. Les 3 premières étaient reliées à des facteurs de contribution. Les deuxièmes, 4, 5, 6, c'était des facteurs de cohérence. On revient aux facteurs de contribution. Si vous voulez que le monde contribue. Puis là, il y a des différentes écoles de pensée. Je vois des bras qui se croisent des fois quand je parle de ça, puis je suis très à l'aise avec ça, mais moi, j'y crois fermement. Assurez-vous de développer le sens des affaires de vos gens. OK? Il y en a qui disent « Oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas, ces affaires-là. Au moins, faites-en quelque chose dans une réunion. » Mais encouragez les gens à comprendre le langage d'affaires, la compréhension du langage du client. Quand on va voir le client nous parle de ses enjeux d'affaires, bien, c'est important que vos gens dans l'entreprise aient un minimum de compréhension, qu'il y ait un minimum de sens des affaires. Donc, les KPI d'une entreprise. Puis, tous les joueurs clés, d'après moi, devraient avoir un minimum de sens des affaires. Puis, les gens de marketing ont un sens des affaires, mais et les gens de vente aussi. Mais je vous parle de tous les gens qui gravitent autour. Tu sais, la personne de ressources humaines devrait-elle avoir le sens des affaires? La personne de technicien, ou si vous avez des ingénieurs dans certaines de vos... Je sais qu'il y a j'ai vu des compagnies, là, mais par exemple, je suis Vidéotron ou Bell, puis j'ai un technicien qui rentre chez un client. C'est normal que le technicien dise « Ah ouais, il vous a vendu ça? » C'est pas normal. OK? Alors, c'est ça. 8e travail, connaissance de l'industrie. Assurez-vous que non seulement les gens de marketing, les gens de vente, mais que la plupart des gens connaissent bien le marché vertical de vos clients. Parce qu'il y en a ici qui vendent ou qui vendent leurs produits, leurs services dans plusieurs marchés verticaux. Exemple, marché de l'éducation, marché de la santé, marché... Est-ce qu'il y en a qui sont dans plusieurs marchés verticaux en même temps? Oui. Combien, madame, à peu près? 3, 4, 5? Hein? Bien, pourquoi il faut connaître le marché vertical de nos clients? Au moins les enjeux de ce marché-là. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le marché des télécoms, par exemple? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le marché de l'alimentation? Ce n'est pas normal que si on est dans ce marché-là, que nos gens ne soient pas au courant de ce qui se passe dans ce marché-là. Ça va? Donc ça, c'est une dimension importante. S'assurer que les gens connaissent les marchés verticaux de nos clients. D'ailleurs, chez Télésolve, il y a des choses concrètes qui sont faites avec ça. Vas-y, je te laisse aller. Donc, nous, ce qu'on voulait faire aussi, c'est de vraiment couvrir tous nos angles morts. À tous les niveaux, soit au niveau de l'industrie, qui est vraiment l'industrie des TI, des télécommunications, mais aussi, comme Claude mentionnait, au niveau des verticaux. On a, au sein de l'équipe marketing, je l'appellerais un recherchiste parce qu'il est fantastique au niveau de la recherche d'écriture et il fait des recherches sur les clients, c'est quoi les enjeux et c'est quoi les enjeux de l'industrie au complet. Et aussi, il fait de la recherche au niveau des compétiteurs pour savoir où on se situe au niveau du marché. On participe beaucoup à des foires commerciales et on s'est abonné à Gartner aussi parce que c'est vraiment une source d'information qu'on avait besoin pour nous démarquer de la compétition. On fait le partage d'informations à tous les niveaux pour les départements. J'ai même quelqu'un à l'interne au niveau des recherches et développement qui fait partie de l'équipe de recherche de compétition parce que cette personne-là comprend plus au niveau technique ce qui va à l'arrière de la programmation de notre logiciel et elle peut trouver des choses que nous, on n'aurait même pas pensé.
On continue vraiment à fureter les documents sur Gartner. On a des Google Alerts. Je pense qui utilise des Google Alerts? Tout le monde. Oui. Ça, là, c'est vraiment un lifesaver. Et toute l'entreprise est aussi encouragée à être sur les médias sociaux. Justement, hier ou avant-hier, il y a un de nos employés aux opérations qui nous a envoyé une information qui était importante que nous, on a carrément manqué. C'est quel? Le neuvième travail de Happy, c'est relié aux produits ou aux services. Pourquoi je vous parle? Ça a l'air tellement trivial quand je parle de ça, mais c'est surprenant de constater, vous l'essayerez dans votre propre organisation. Allez voir des gens dans votre organisation, demandez-leur, c'est quoi les bénéfices qu'on livre à nos clients? Pas c'est quoi on vend. C'est quoi les bénéfices qu'on livre à nos clients? Vous allez être surpris qu'il y en a beaucoup qui ont de la misère à l'articuler. OK? Alors, c'est quoi qu'on livre à nos clients? On vend-tu juste des boîtes? On vend-tu juste des services? Non, c'est quoi qu'on livre comme bénéfice? Puis, c'est triste de constater que ce n'est pas tout le monde qui est capable de bien l'articuler. Et d'après moi, vous vous souvenez des capsules d'apprentissage que je vous disais tantôt? Ça peut facilement se transférer ça dans une réunion, puis de le faire de façon continue. OK? Le 10e travail de Happy, on revient à un facteur de cohérence. Le 10e travail, ce n'est pas compliqué, c'est arrangez-vous pour avoir un outil pour gérer les opportunités dans votre organisation. Des grandes organisations avec lesquelles on travaille. Quand je dis grandes, là, c'est 200, 300, 500 employés ou plus. Je vois encore, puis je ne les nommerai pas évidemment, mais je vois encore des fichiers Excel, à peu près 7-8 versions, utilisées de 7-8 façons différentes par tout le monde. Puis là, il y a quelqu'un qui passe une demi-journée à une journée par semaine pour consolider tout ça, pour faire un rapport pour quelqu'un. C'est un peu capoté. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas mettre le 10, 15, 20 000 $ que ça représente, dépendant du nombre de personnes, à prendre un CRM. Mais c'est important, la gestion de votre funnel. D'ailleurs, chez eTelesolve, ils utilisent, on ne veut pas faire la promotion de Salesforce ici, mais c'est ça qu'ils utilisent. Fait que je laisse j'en parlerai pas longtemps. C'est vraiment la plateforme qu'on utilise, puis c'est partagé entre les ventes et les marketing, mais je vais y toucher un peu plus tard. C'est bon. Puis, que ce soit Salesforce ou un autre, il y en a tellement sur le web. Est-ce qu'il y en a qui en utilisent des plateformes CRM ici, lesquelles vous utilisez? Sugar, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui utilisent Zoho? Bravo. Alors, ceux qui l'utilisent déjà, bravo. Mais si vous êtes encore au fichier Excel, je vous suggère fortement de penser à migrer vers quelque chose d'un peu plus costaud. Okay? Le 11e travail de Happy, les travaux la collaboration entre vos gens, mais de façon virtuelle pour contribuer à la génération de revenus. Encore une fois, il y a des gens qui échangent des fichiers de 10, 12, 15 MB par email encore. Moi, ça me tue toutes les fois. Alors qu'il y a des technologies comme Office 365, Dropbox, puis d'autres qui utilisent, où est-ce qu'on peut, par exemple, c'est comme ça qu'on a collaboré sur cette chose. On a tout mis sur Dropbox, puis on travaillait toujours sur la même version. On n'a pas besoin de se demander si la dernière version est là. Fait que je vous invite, si vous n'êtes pas rendu là, consultez des gens autour de vous pour essayer de voir, ou même des experts là-dedans, mais il y a quelque chose à faire. Il faut sortir de l'âge de pierre en quelque part, là. OK? D'ailleurs, chez vous, vous utilisez certains outils intéressants là-dessus. Je te laisse aller quelques minutes. C'est pas immédiat, hein? Il faut penser que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut s'en aller sur des outils de collaboration, d'une feuille Excel. Ça prend du temps, puis il faut se mettre un plan en place, de changer petit par petit et aussi faire un plan d'amélioration au niveau des outils. Puis c'est ce qui est arrivé chez Telesolve. Les ventes avaient choisi Salesforce. On était déjà sur HubSpot. Est-ce que vous connaissez HubSpot? Je ne ferai pas la promotion, mais c'est une bonne base, j'adore. Mais ça nous permet de la communiquer ensemble. Donc, les ventes, ils restent sur Salesforce, ils ont accès à HubSpot, mais ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sur Salesforce et générer des campagnes automatiquement, l'envoyer à des personnes spécifiques. Au niveau de l'équipe de marketing, on gère toutes nos tâches avec Rike, qui est un project management. Avant, quand j'étais seule, une journée semaine, je gérais tout sur une feuille Excel.
c'était correct, ça allait bien, mais c'était pas ce qui était le plus pratique qu'on est rendu avec 5 à l'équipe. Avec Write, ça me permet de faire des suivis continus. Je l'ai aussi sur mon téléphone. Je sais, bon, dernièrement, j'ai trois items qui ont été fermés pendant que j'étais ici par l'équipe. Ça me permet de pouvoir réagir rapidement là, à toutes les demandes de mes collègues. Le 12e et le dernier, vous ne serez pas surpris, c'est d'encourager vos gens, de leverager les réseaux des gens dans vos organisations, puis de choisir, pour voir l'utilisation, choisir les plateformes que vous voulez utiliser, que ce soit LinkedIn, Twitter, Tumblr, peu importe, là, mais lesquelles vous choisissez d'utiliser, puis ensuite formez votre monde là-dessus. Puis faites-vous-en un projet d'organisation. Une des choses que il y a à peu près un an, j'ai pris un dîner avec Christopher, qui est votre président. Il m'avait... Très simple. À l'époque, je ne me souviens plus combien... Il y a un an, vous étiez combien? 50. Il a formé tous ces gens sur LinkedIn. Puis non seulement ça, il a demandé à ces gens de développer un réseau dans LinkedIn qui ressemble aux clients qui utilisent eTelesolve. Puis quand il y a des nouveaux product introduction ou des nouvelles... On leverage les networks de tout le monde dans l'organisation. Fait que là, on rejoint combien? 3, 4, 5 millions de personnes comme ça, puis ça coûte pas une scène. OK? C'est assez... mais il n'y a pas beaucoup de monde qui utilise les plateformes comme ça. Et je vous encourage à réfléchir à ça parce que c'est juste LinkedIn. Déjà là, on rejoint énormément de gens. Puis d'ailleurs, chez vous, c'est encouragé. Oui, c'est encouragé, c'est systématisé, puis on a choisi LinkedIn et Twitter comme nos bases de médias sociaux choisies. Ce qu'on donne à nos employés pour garder une image quand même assez constante, c'est que 2 fois par année, on prend des photos professionnelles de tous nos employés, puis on leur dit « Utilisez-le sur LinkedIn, sur Twitter, soyez prêts à le garder ». On fait aussi l'automatisation à travers tous les médias sociaux sur HubSpot, ce qui est fantastique. Puis de plus en plus, les employés s'inscrivent et utilisent la plateforme aussi. Je paye un bonus quand il y a des employés qui nous fournissent des articles blog, c'est très intéressant parce qu'après ça, ils partagent plus parce qu'ils sont contents d'avoir pu écrire le blog puis que ça apparaisse sur l'Internet. Et aussi, on a un programme de référence de CV qu'on paye les employés quand ils nous envoient des CV puis que les gens soient choisis. Des montants substantiels en passant. Oui, puis 50 si la personne est engagée. Ouais. Puis 50 6 mois plus tard. En résumé, 3 choses. OK? La première, assurez-vous que vos départements de marketing et vente, ce n'est pas ce qui est à l'écran. OK? Assurez-vous que les ventes et le marketing, là, si c'est la même personne, ça va bien. OK? Mais je me souviens, Caroline, tu m'as mentionné récemment, ça ressemblait un peu à ça entre toi et le vice-président des ventes. Oui, il y a 2 ans, c'était comme ça. Effectivement, c'était pas drôle. Alors, on veut s'assurer que ça ressemble plus à ça. Ça va? Ça, c'est la première chose que je vous suggère de réfléchir. Donc, en résumé, là, c'est une des premières choses. La deuxième, c'est, on en a parlé beaucoup, mais si vous voulez qu'il y ait de la cohérence, il faut opérationnaliser des choses. Il faut systématiser. C'est pour ça que j'ai mis cette photo-là. Les bonnes intentions, ce n'est pas assez. Donc, vous voyez, tu sais, tantôt, Caroline vous a parlé un huddle 15 minutes tous les jours, un town hall toutes les semaines, 2 kick-offs par année. Il y a un commitment qui est fait, puis c'est dans le système. C'est pas le lundi matin. Hein? C'est même pas discutable. Alors, je ne vous dis pas de gérer comme dans l'armée, mais il y a une façon d'opérationnaliser ces stratégies-là, puis je vous encourage à réfléchir comment on opérationnalise ça chez nous. Et la dernière chose que je vous suggère, c'est de faire en sorte que les 4 items, les 4 piliers dont je vous ai présentés tantôt, là, les personnes, les processus, affaires, technologies, qu'il y ait un maximum de personnes qui contribuent à ça pour que les planètes, que le système fonctionne. Ça va? Puis de maximiser la contribution de pas juste vous, de pas juste 1 ou 2 personnes qui vont voir des clients, mais de faire en sorte qu'il y ait plus qu'une personne qui contribue. Puis c'est ce qu'on développe, c'est ce qui permet de développer une culture
plus axé sur le client, qui permet aux gens de vivre dans l'univers du client. Voilà. Je sais qu'on a peut-être dépassé un peu le temps. Est-ce qu'on a le temps? Non? Non. Non? Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Le plancher est ouvert. Oui, monsieur, c'est toujours. Hey, on va penser que c'est des questions plantées, là. Non. Question. Pour instaurer ces programmes-là, il doit y avoir des récalcitrants. Qu'est-ce que vous faites justement là? Parce que vous allez jusqu'à envahir, entre guillemets, les réseaux sociaux des gens. Donc, qu'est-ce que vous faites là, quand il y a des gens qui ne veulent pas participer? Je te laisse répondre à celle-là, Caroline, parce que vous l'avez faite. On laisse le choix aux gens. Vraiment, là, on ne peut pas les obliger à embarquer parce que c'est quand même leur réseau personnel. Et ce qu'on fait, c'est qu'on y va par modèle. Donc, si moi, au marketing, j'utilise les médias sociaux constamment et après ça, toute mon équipe l'utilise. Après ça, toutes les ventes l'utilisent. Les employés voient que l'équipe exécutive l'utilise aussi. Mais il commence tranquillement, pas vite, à s'instaurer et à vouloir l'utiliser. Juste dernièrement, c'est pas immédiat. Hein? Ça ne l'est vraiment pas. Ça a pris 2 ans, puis dernièrement, j'ai 4 autres personnes qui se sont inscrites pour nous aider à propager la visibilité de la compagnie au niveau des médias sociaux. Donc, c'est petit à petit, mais il y a beaucoup de travail comment je pourrais dire, de vente à l'interne pour les médias sociaux. Bonne question. Oui, madame. Bonjour. Comment vous traiteriez différemment une équipe de vente qui a été outsourcée, donc qui est à l'extérieur de l'entreprise? OK. Donnez-moi un peu plus de précision. Des agents de vente qui sont, disons, dans un centre d'appel à l'extérieur de la compagnie ou qui sont dans une compagnie externe, mais qui s'occupent quand même de la dernière étape de vente dans le Bien, écoutez, je vous donne mon opinion personnelle par rapport à ça. Surtout si elle est outsourcée, ça prend des gens, c'est des gens que vous supervisez, mais qui sont outsourcés, c'est ça? Alors, les mêmes principes s'appliquent. La visibilité. Tu sais, la visibilité de votre organisation, le suivi de leurs activités, la visibilité des bénéfices qui sont donnés aux clients, la formation de ces gens-là, etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments dans les 12 stratégies qui s'appliquent également même à des gens. Ce pas vos employés, mais je dirais même qu'il y a une plus grande ouverture dans certains cas de firmes, parce que la firme, c'est votre fournisseur. Hein? Vous êtes son client. Fait que c'est une relation qui est encore, qui est même mieux parfois qu'une relation patron-employé. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais si vous voulez qu'on en discute de façon plus précise, ça me fera plaisir de jaser avec vous là-dessus. Merci beaucoup de votre attention, puis bonne fin de journée. Merci.